ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, outraged by recent salary reductions, doctors in Cameroon are mobilizing to address their concerns. While they are set to hold consultations within their union to engage the government for a resolution. Stay tuned to tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast for more details. While here in Douala, the Central Africa Human Rights Defenders Network, REDAC, has initiated a campaign against hate speech targeting schools and communities. This campaign includes a visit to various institutions in Douala with a notable stop at the government bilingual high school. More details of this story will be yours in the news. Good evening once again, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Well, the news opens in the French language with you, Makeda Lidiniutum. Good evening. Bonsoir, Oni Ladonnette, on descend, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Santé publique, les médecins camerounais sont indignés à la suite de la coupe des salaires qu'ils ont subie le mois dernier. Ils annoncent des concertations au sein de leur syndicat dans le but de saisir le gouvernement afin que celui-ci puisse trouver des solutions à leurs revendications. Pour vous permettre de mieux comprendre ce qui fait réellement problème, nous vous proposons d'écouter ce reportage d'Olivier Bouzikeux à Yaoundé. Il s'agit de l'émission des ordres de recettes à l'encontre des personnels qui ont continué à bénéficier indûment de la prime des technicités agents techniques, jadis servie au personnel des corps de la santé publique avant février 2002. Sauf qu'un décret du chef de l'État datant de 2002 avait remplacé cette prime par la prime des technicités, telle qu'explique le ministre de la Santé publique dans cette sortie. Explication que les professionnels de santé ne valident pas. Nous sommes surpris dans la mesure où c'est un problème qui a été géré en 2020. Il y a eu une réunion qui avait été mise en place ici avec Monsieur le ministre de la Santé et le collectif des médecins indignés, les syndicats et autres. De 2400, nous sommes partis de 3000 aujourd'hui à celui qui est le plus gardé à 30 000 francs CFA. Comment comprendre que le couloir qui gère la solde de l'État ne mette pas à jour la solde des personnels pour que soit pendant la rentrée ou avant, qu'on demande, qu'on dise aux gens qu'on leur a fait un ordre de recette pour trop perçu. Pour le MinSanté, l'objectif de cette coupe qui concerne les médecins qui n'avaient pas actualisé leurs éléments de salaire est d'assainir le fichier des personnels de l'État pour permettre de liquider davantage les rappels stockés. Pour Cap Santé, la faute au ministère des Finances. Première chose que on remette cet argent à ceux à qui on l'a retenu. Deuxième chose, de mettre à jour le fichier solde de l'État du Cameroun. C'est un problème du ministère qui est en charge de la solde des personnels au Cameroun. C'est là-bas qu'il faut aller chercher. Et maintenant, on ne sait pas ce qu'eux-mêmes cherchent. Quel est ce qu'on appelle leur agenda caché. Le montant imputé est de 105 000 francs CFA en pleine rentrée scolaire. De quoi influencer les performances des médecins, estime-t-il. On vous coupe 98 000, 95 000, 100 000, 120 000 et j'en passe. Nous sommes en pleine rentrée et qui peut être démotivés malgré le fait qu'ils aient prêté serment pour nous soigner. Nous sommes effectivement désemparés et nous demandons aux autorités d'essayer de résoudre ce problème. Les syndicats des médecins envisagent se concerter afin de trouver une solution à leurs revendications. Le ministère de la Santé publique, on parle cette fois de consommation de la chicha dans certains milieux. Le ministre de l'administration territoriale écrit à son collègue de la Santé publique justement, pour la Tangandjich, informe le docteur Manaouda Malachi de ce que les descentes et contrôles effectués par ses collaborateurs perturbent la quiétude des populations et sont susceptibles de provoquer de graves troubles à l'ordre public. Et donc, les gouverneurs des régions ont été instruits d'y mettre terme. Léla Rengonzeux. La première chose qui interpelle dans cette correspondance du ministre de l'Administration territoriale au ministre de la Santé publique ce 23 septembre 2024 est le ton.
le temps employé par Paul Atangandi. Morceau choisi dès le premier paragraphe. Malgré les multiples rappels à l'ordre des autorités administratives, il m'est revenu que vos collaborateurs effectuent encore des descentes dites inopinées sur le terrain pour empêcher la consommation de chicha dans les débits de boissons, restaurants, casinos et les lieux de loisirs. À qui parle le ministre? À un subalterne, un employé, un collaborateur de rang inférieur ou à son collègue du gouvernement, entendez, un ministre comme lui. Deuxième interpellation, la position du ministre de l'administration territoriale face à la consommation de la chicha dans certains milieux, mise en conteste. Cette correspondance intervient quelques jours après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle on voit des éléments de police investir un célèbre restaurant où ils cassent des chichas. La vidéo fait suite à une note du ministre de la Santé publique qui a requis la gendarmerie et la police pour effectuer des descentes avec des éléments de son département ministériel dans ces endroits où la consommation de la chicha reste d'actualité malgré les interdictions. Selon des sources, la vidéo de l'altercation aurait été produite dans un restaurant de Yaoundé, le Famous. Pour revenir à la correspondance du ministre de l'administration territoriale, il écrit que la problématique de la consommation des drogues et substances psychotropes en milieu scolaire et ailleurs a déjà fait l'objet d'un examen scrupuleux lors des conférences de gouverneurs de région avec des mesures idoines prescrites. Mais pour quel impact serait-on tenté de demander? La dernière conférence semestrielle des gouverneurs de région s'est tenue en juillet. Depuis juillet, les mesures idoines dont parle Paul Atangandi ont-elles permis d'enrayer le phénomène? Troisième interpellation enfin, le manque de solidarité entre ministres. Où est passée la cohésion gouvernementale et même la cohésion dans la politique gouvernementale face au défi de l'interdiction de la chicha? D'ailleurs, est-elle toujours interdite sur l'ensemble du triangle national ou alors certains milieux font exception? Certains interrogent le statut du Famous, privilégié, particulier, point d'interrogation. On se souvient que le 7 mars 2022, par arrêté, le ministre de l'administration territoriale interdit l'importation, la vente, la promotion et la consommation de la chicha au Cameroun. Selon des chiffres du ministère de la Santé publique, 46% des jeunes de 15 à 20 ans l'ont déjà expérimenté et 1 heure de chicha revient à fumer sans cigarette. Ayabacho Lucas, the controversial leader of the separatist movement, has been arrested in Norway on charges of incitement to crimes against humanity. Well, this unprecedented move by Norwegian authorities marks a significant step in the fight against impunity for war crimes linked to the ongoing conflict in Cameroon. More updates in this report as filed in by Cristela Sexuele. A stunning turn of events, Ayabacho Lucas, the notorious leader of the Amazonian separatist movement, has been arrested in Norway by the Kripos, an equivalent of Interpol. This arrest follows mounting pressure from human rights advocates and legal actions aimed at holding him accountable for alleged atrocities in Cameroon's English-speaking regions. The Norwegian authorities have confirmed their cooperation with the International Criminal Court after a complaint was filed detailing Ayaba's involvement in severe human rights violations, including orchestrating violence and terror against civilians. His activities have led to thousands of deaths and widespread displacement, igniting outrage both locally and internationally. However, as Norway grapples with its decision to grant citizenship to a figure accused of such heinous acts, the case has sparked a broader debate on accountability and the responsibilities of nations harboring individuals linked to violence. The world watches closely as this high-profile case unfolds, raising critical questions about justice and international law.
3 semaines après la rentrée scolaire 2024-2025, certains élèves n'ont aucune fourniture. Les établissements s'organisent comme ils peuvent pour faire travailler les enfants. Nos reporters sont allés à l'école publique de Fandena 2, située dans le 5e arrondissement de Yaoundé, pour voir ce qui se passe concrètement. Inès Pangan et Dieudonné Niassa. Des cas sociaux, il en existe également dans les établissements scolaires. À l'école publique de Fandena 2 à Yaoundé, certains élèves, 3 semaines après la rentrée scolaire 2024-2025, n'ont aucune fourniture, pas de cahier et encore moins de livres au programme. Pour ceux-ci, généralement enfants de réfugiés ou de déplacés, l'institution s'organise pour leur offrir le strict minimum. Nous avons le cas social dans nos établissements. Quand l'enfant vient et qu'on comprend qu'il n'a rien, on constate qu'il n'a rien, on essaie de lui fournir le nécessaire, juste le nécessaire. Ici, on dit que le plus important, c'est l'instruction des enfants et tout est mis en œuvre pour que tous reçoivent les mêmes traitements. Ils envoient les enfants dans les salles. Nous les accueillons, tout simplement. On ne parle pas inscription maintenant. On parle mettre les enfants dans les salles. C'est tout. Les parents pleurent. Il n'y a pas l'argent. Ils n'ont pas les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins. Une organisation interne à l'école publique qui a contribué à aider des brillants élèves à obtenir leur diplôme et même des bourses pour poursuivre leurs études. The Central Africa Human Rights Defenders Network, REDAC, has initiated a campaign against hate speech targeting schools and communities. Well, this campaign includes a visit to various institutions here in the economic capital, Douala, with a notable stop at the government bilingual high school, Deido. Well, the school administration has welcomed the REDAC team, emphasizing the importance of addressing hate speech in educational settings, I beg your pardon. Well, let's take a listen to Wasen Nanje Ilango, principal of Lycée Bilen de Daido, the government bilingual high school, Daido. We all know that our country, Cameroon, is facing a lot of challenges at the level of peace, from the north to the south, from the east to the west. And it is time for Cameroonians to come together to see how this peace can be peace can come back to Cameroon, to see how Cameroonians can live without fear, to see how families can come back together and live in peace, to see how regions can go on with their economic and social activities without fear. The fear is because there is no peace in Cameroon. And we all know the cause of this lack of peace in Cameroon. There is war in the southwest and northwest region. Brothers are fighting against brothers. Sisters are fighting against sisters. Cameroonians are fighting against themselves because there is no more love amongst them. And this love, when there is no love, there is no peace. So we need Cameroonians to understand that there is need for them to come back together and live as they have lived all these years. We have been living in peace, in harmony, and we had no fear that the person next to me can harm me. We had no fear, and we did not use any hate speech to our brothers and sisters. There is no Bamileke, there is no Anglophone, there is no Francophone in Cameroon. So we should continue to live and love one another. So I want to say thank you to the initiative, to those who brought up this initiative, and that other Cameroonians should also work in this light to see how together we can bring back peace in Cameroon. Thank you. First men from the Cameroon Association of English-Speaking Journalists Douala chapter, in its acronym CAMASHD, have convened in Douala on Tuesday for a vital workshop on human trafficking, organized by the Center for Human Rights and Peace Advocacy, SHRAPA, alongside the Ministry of Women Empowerment and the Family. Crystal Asexwele took part in this workshop and has this report. In a powerful initiative, journalists from the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, CAMASEJ,
have gathered at the Lowot Hotel in Douala for an enlightening workshop focused on human trafficking. Organized by the Center for Human Rights and Peace Advocacy, CREPA, this event aimed to equip journalists with essential knowledge to combat trafficking. In our survey, trafficking has become the threatening issue among these people because they exploit their vulnerability, they exploit the fact that they don't have any natural protection, and so they exploit them sexually, they exploit their labor, and many other things. And so the alarming situation is that which calls for concern. I will not get into statistics because I don't want to say, because they keep increasing every day, every minute that we talk. But I will say rather what we have been able to do. You know, we have worked with Kamasech, especially Kamasech Douala, for 2 years. At the level of capacity development, at the level of organizing press cafes, to share our knowledge on that. And at the level of the implementation of this program, we have been able to train Kamasech journalists, we have trained civil society organizations, we have trained transporters, which include vehicles and bed skinners, and we have also trained the Northwest Task Force on trafficking in person, and we have also revamped the Northwest Task Force, which we hope will go operational. We have also been able to support the people we have identified as victims. Some have done well, some have passed their GCE and their first school living certificate. In the course of this event, experts from CREPA shared real cases and challenges faced in their work, while journalists engaged in a dynamic question and answer session exploring local trafficking issues and discussing advocacy strategies. They have been sponsoring them for 2 years today, and they helped the mother of the child in question that they have been sponsoring. And she got up this year. We told her that since we have already bought you a machine to be doing something, you can help to continue with the child. And this time she called for me that she's waiting that they should come and pay the child's school fees. I said, we told you that buying a machine is another way to help you so that you can be able to help your child. So she was very angry. She insulted me. She said the help was not necessary. Why is it that we started and they will not finish at the end? That if it was my child or if it was one of the members' child, if the help would they abandon on the way? Things like that. So the challenges are really many. Like the other day I went to Bunaberi. Furthermore, survivors also shared their stories, highlighting the organization's critical role in their recovery. I'm able to further my education. They'll be able to support me. What I was not expecting to have, I am privileged because now I'm able to go to school like other students. In a way that when I complain to them that I have this idea of restaurant, to manage a restaurant, so they supported me with some money, and we went to the market with Madame Juliette, bought some things just to start, because they told me at least they were to help everybody. So they gave me something. We went to the market with her, then bought some things. That's how I started preparing food, then working it up in Douala. Nonetheless, this collaborative effort seeks to raise awareness and mobilize action against the growing threats of human trafficking in society today. Reparlons de la journée internationale de la langue des signes célébrée le 23 septembre dernier. Au Cameroun, les personnes qui vivent avec un handicap sont confrontées à de nombreuses difficultés, entre autres l'accès à l'emploi. Orient Donkin et Julie Pont. Un langage, je les lis, c'est celui des signes. L'importance de la langue des signes pour communiquer d'abord avec les sourds. Ici, il est difficile de savoir qui est en situation de handicap ou pas. Et c'est l'objectif visé par Christelle Mouko,
apprenant au centre multifonctionnel de Bépanda. Nous devons aussi, nous, les personnes valides, nous adapter à eux. Et c'est ce qu'on ne fait pas dans cette vie. Nous ne nous adaptons pas aux personnes handicapées. Ils sont si faciles à vivre. C'est pour ça que nous invitons massivement les gens de venir ici au CMB pour essayer de s'imprégner avec ces personnes en apprenant la langue des signes et le braille. Parce que si l'État et le ministère des Affaires sociales particulièrement ont déjà mis tout leur potentiel pour que l'éducation soit inclusive à travers les écoles. On espère que d'ici quelques années, il y aura des éducateurs spécialisés, ce qu'on souhaite vivement au CMB d'ailleurs. Ça va faire qu'à force d'éduquer les autres, la chaîne va prendre et ça sera viral. Ancienne employée dans une formation hospitalière, cette dernière témoigne de ce que certains patients, du fait de leur handicap, peuvent se sentir marginalisés, a décidé de se former en braille et en langage des signes. Aujourd'hui, les médicaments, il y a du braille sur certains médicaments. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a une dame qui m'a interpellée une fois. Elle me dit, mais c'est quoi ces boutons qui sont là? C'était, je crois, Artéméter. C'était un remède pour le palu. Je dis le point, le premier point si c'est le A. Les trois points si c'est le R. Le T, c'est 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, parce que j'ai appris le braille dont je pouvais interpréter. Et les aveugles, c'est facile. Parfois, comme on dit, le langage labial pour les malentendants, les sourds, pardon, donc il est facile, quand vous ne pouvez pas faire la langue des signes, vous le faites par la gestuelle. Vous parlez doucement, de telle enseigne qu'ils puissent écouter ce que vous dites. Donc c'est vraiment facile. Il faut juste que les gens aient de la volonté et beaucoup d'empathie. Gilbert Pierre, lui, est malentendant et les difficultés, il a appris à vivre avec depuis les bancs de l'école. Les difficultés que je rencontre, c'est juste que je suis malentendant. D'accord, mais j'entends quand même. Je parle, je le sens tout le monde de façon normale. Autre part, si on me parle par derrière, je ne vais pas bien entendre, n'est-ce pas, comme c'est le cas dans les salles de classe à l'école. Quand l'enseignant enseigne, il enseigne pour tout le monde. Quand on fait un cours en face de moi, je peux capter. Mais quand il y a derrière maintenant, c'est bien difficile. Et ça, il faut que je fasse un effort de copier chez mon camarade. Aujourd'hui, le licencié en comptabilité a du mal à trouver un emploi stable. J'ai fait beaucoup de stages, mais au final, malgré tout ce que j'ai donné, je n'ai pas été recruté jusque-là. Licence en comptabilité, j'ai fait une formation en expertise comptable, anglo-saxon, donc c'est beaucoup demandé. Aussi, j'ai fait des stages dans les grandes entreprises, des stages. Mais actuellement, je suis un professionnel à 100%, voir progresser et mettre en œuvre mes compétences pour ceux qui auront besoin de mes services. Et lorsque vous lui demandez si ceci est dû à son handicap, c'est tout sourire qu'il vous rappelle ses compétences et non sa situation physique et appelle les employeurs à faire de même. News out of the country, Nigerian flood survivors in Maiduguri, one of the cities heavily impacted by the natural disaster. So authorities have ordered that residents of displacement camps who receive food aid must evacuate the area. However, the Borno state government denies the claims, adding that people were free to return voluntarily. Let's listen to these reporters filed in by our foreign partners, the Voice of America. At a displacement camp in Nigeria's Maiduguri, flood survivors are being given bags of rice and cartons of pasta. But they say there's a catch. Isa Musa is a flood survivor who has been in the camp for over a week. They're saying that when you receive the food parcels, you will have to leave, like you'll no longer live here in the camp. The government told us that if they give us food parcels, we will all go back to our houses. For displaced people here, leaving the camp poses a daunting challenge. Some communities are still submerged after the capital of Borno State suffered its worst flooding in 3 decades. That was caused after a dam burst following heavy rains.
In areas where flood waters have receded, homes like Musa's now lie in ruins. This is my mother's room, which collapsed, while this belongs to my stepmother. This is the only room that did not collapse. Borno state government, however, has denied that people have been told to leave displacement camps. At a recent press conference, Abdurrahman Ahmed Bundi, a special assistant to the Borno state government on new media, said people were free to return voluntarily. But anybody whose community is not yet safe or has nowhere to return can live in the IDP camp until, an intervention is provided to him and is habitable to return back. Bundi did say, however, that the phased closure of the camps would begin soon to allow academic activities to return to normal. All schools have been shut since September the 10th. As for Musa, he is now awaiting the government's assessment of the damage to his home. That will determine the level of aid he receives. While the floods may have receded for Musa and other survivors, rebuilding their lives and livelihoods may take much longer. Et puis cette information sous forme de bref avant de refermer ce journal. Clôture de la saison sportive 2023-2024. Les préparatifs s'intensifient. Ce mercredi soir, le ministre des Sports, le professeur Narcisse Molekombi, s'est rendu au stade omnisport Ramadou Ahidjo de Yaoundé pour superviser la répétition de la grande parade culturelle tel qu'on peut le voir sur ces images. Parade qui sera dévoilée au grand public dimanche prochain lors de la finale de la Coupe du Cameroun de football. Finale qui oppose cette année Aigle Royal de la Ménois à la Colombe Sportive du Sud. Ces clubs finalistes de la Coupe du Cameroun ont d'ailleurs reçu ce jour l'appui financier de l'État afin de mieux finaliser les préparatifs du match de dimanche prochain. C'est avec cette information que nous refermons ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Restez sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Onila Dudette. Good night to you, Makeraliti, and good night to every viewer of Spectrum Television.